Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité américaine, toujours en la compagnie de l'excellente Laurence Nardon de l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, l'actualité aux États-Unis cette semaine, c'est bien entendu l'ouragan Milton qui est présenté par Biden lui-même comme le plus sévère, le plus grave ever. On verra bien ce qu'il donne dans les heures qui viennent en Floride, mais effectivement la situation a l'air très sérieuse. Mais néanmoins, en dehors de ces phénomènes météorologiques aussi extrêmes soient-ils, l'élection américaine, comme l'avait posé Clinton dans cet adage célèbre, « It's the economy stupid ». L'élection se gagne sur les problématiques économiques, espèce d'idiot, je ne sais plus à qui il s'adressait à l'époque. Je voudrais que vous reveniez sur le programme de celle qui est finalement une candidate récente, puisqu'elle est arrivée simplement cet été, Kamala Harris, et dont on n'a pas tout à fait détaillé les idées économiques. Nous avons sorti à l'IFRI cette semaine une note sur la politique, le programme économique de Kamala Harris, une note en anglais et en français. J'y renvoie les auditeurs, mais c'est effectivement ce dont nous allons parler ce matin, Romain. Et je vous interromps Laurence, on mettra le lien sur cette note dans le descriptif de ce podcast. Et j'en remercie les équipes de Slate et de TTSO. Mais en effet, les élections, on a tendance à dire qu'elles se jouent de plus en plus sur les questions d'image, sur les personnalités des candidats, mais en fait, pas seulement, les électeurs, en tout cas les électeurs américains, font aussi attention aux vraies propositions concrètes, et notamment en matière d'économie. C'est rassurant, non ? Oui, c'est rassurant, mais c'est aussi compliqué, en tout cas pour Kamala Harris, parce que son problème dans cette campagne, c'est de trancher à la fois sur Trump, mais aussi sur Biden, ce qui pour elle est plus délicat. Vis-à-vis de Trump, elle est évidemment en opposition totale, elle l'accuse d'être pro-riche, et puis elle a un petit peu des raisons de l'être. Il faut voir la réforme fiscale que Trump avait fait passer en décembre 2017. C'était vraiment une réforme principalement destinée à aider les Américains les plus riches, les entreprises les plus importantes. On a parlé à l'époque de réforme fiscale pour les copains, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, le crony capitalism. Ça, c'est vis-à-vis de Trump, mais vis-à-vis de Biden, on voit bien que Kamala Harris doit se positionner dans la continuité, mais aussi tenir à distance ce président qui est perçu comme responsable de la très forte inflation qu'ont connue les États-Unis dans la période 2021-2023. Si je comprends bien, il faut qu'elle dessine une troisième voie, c'est ça ? Oui, et ça me semble d'autant plus difficile qu'en réalité, depuis 2015, les États-Unis sont entrés dans une nouvelle vague de la pensée économique, les États-Unis et peut-être même le monde, ce qui fait qu'on voit en réalité une continuité se dessiner entre Trump, puis Biden et le ou la prochaine présidente des États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ère du libre-échange est terminée, l'ère de la confiance envers la Chine l'est aussi, et qu'on observe des politiques vraiment très protectionnistes. Je vous prends deux éléments vraiment très significatifs. D'abord, sur les tarifs douaniers, on a vu Trump décider d'une guerre tarifaire contre la Chine en 2018. Toute cette politique a été maintenue par Biden. Et puis ensuite, sur les entraves au commerce de technologies avancées, vous vous souvenez sans doute de ce que Trump avait fait vis-à-vis de Huawei. Il avait interdit aux États-Unis et aux pays alliés des États-Unis d'acheter cette technologie 5G chinoise. Eh bien, Biden a poursuivi cette politique en adoptant des décrets qui interdisent les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. Et alors, quelle est la marge de manœuvre de Harris ? Sur ces sujets de politique commerciale, politique d'échange de technologies, elle va être de toute manière dans la continuité de Biden et de Trump, et donc elle n'aborde pas vraiment ces sujets dans le programme tel qu'elle l'annonce. Alors de quoi parle-t-elle ? En août et en septembre, au tout début de sa campagne, les observateurs se plaignaient parce que justement, on ne savait pas grand-chose des programmes économiques de Kamala Harris, et puis sa campagne a sorti un document de 80 pages extrêmement solide fin septembre. Ce programme, il est repris et détaillé dans tous les discours de Kamala Harris depuis plusieurs semaines parce que vraiment la campagne bat son plein en ce début octobre. Oui, on voit bien que Kamala Harris se livre à un véritable media blitz très impressionnant cette semaine. Il y a plein de présences médiatiques et je voudrais citer trois principales parce qu'elles sont chacune assez emblématiques. Elle sera dans 60 Minutes, elle a été dans 60 Minutes lundi, c'est l'émission centrale de la télé américaine sur la vie publique. Elle est présente en ligne sur TikTok, alors là on est bien entendu sur des démographiques beaucoup plus jeunes. Elle monte aussi sa visibilité auprès des femmes dans le podcast célèbre aux États-Unis, Call Her Daddy.
Et dans toutes ces émissions, on la voit détailler donc son programme économique dans 2 directions principales. D'une part, le soutien à l'industrie et à l'innovation technologique, et d'autre part, le soutien aux classes moyennes. Alors prenons-les un à un, le soutien aux industries et à l'innovation. Oui, là, il y a énormément de choses qui sont annoncées dans ce texte de 80 pages de fin septembre. Alors, il y a d'une part l'organisation d'une transition vers une production moins polluante de fer et d'acier. Donc là, on est dans la modernisation des industries traditionnelles de la Rust Belt, si vous voulez. Et puis, l'autre aspect, c'est les nouvelles technologies. Elle annonce des mesures pour favoriser tout ce qui touche aux biotechnologies, à l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, les centres de stockage des données et puis évidemment Clean Energy, tout ce qui touche à l'énergie propre. Enfin, là, c'est quand même un petit peu dans la continuation des Bidenomics, en fait, de la politique de Biden, non? Oui, tout à fait, c'est à peu près assumé, mais les mesures sont nouvelles, elles sont plus précises. Elle insiste vraiment beaucoup sur tout ce côté industriel. Il lui faut regagner l'électorat des classes ouvrières du Wisconsin, du Michigan et de Pennsylvanie, qui, ça ne vous a pas échappé, sont des États flottants. Les swing states. Les swing states, dont le résultat électoral est vraiment absolument capital pour sa victoire. On voit bien l'intention vis-à-vis effectivement de l'électorat ouvrier, mais pour ce qui est des classes moyennes américaines, il y a quelque chose qui est prévu? Oui, là, il y a énormément de mesures également. Il s'agit aussi de reconquérir un électorat modeste et peu diplômé, de lui faire oublier l'inflation des années passées. En réalité, ce sont quand même un petit peu les mêmes populations que précédemment dans les mesures pour l'industrie. Concrètement, je vais les citer rapidement parce que c'est vraiment une très longue liste. Énormément de mesures pour un logement plus abordable pour les familles, du crédit d'impôt pour les enfants, sous conditions de ressources des ménages évidemment, énormément de mesures pour les petites entreprises, pour la santé, et puis plus récemment, elle a aussi annoncé qu'elle prendrait la défense des consommateurs, notamment contre ce qu'on appelle les junk fees, c'est-à-dire les abus des sociétés de cartes de crédit. Au titre, encore une fois, de la défense des consommateurs, elle a annoncé une autre mesure récemment, c'est la lutte contre ce qu'on appelle le price gouging, c'est-à-dire ces marges indues qui sont imposées par les grandes entreprises, en particulier dans le domaine de l'alimentation, et qui consistent à augmenter les prix dans le fil de l'inflation sans que ça se voit trop, mais c'est totalement abusif. Elle propose de mettre en place un contrôle des prix, ce qui dans le contexte américain est vraiment complètement lunaire, un truc qui n'avait jamais été fait depuis Nixon aux États-Unis, ça avait complètement raté à l'époque d'ailleurs. Dans les années 70 donc. C'est peut-être une des mesures les moins sérieuses de son programme et l'opposition n'a pas manqué de le lui dire. Donc il y a quand même une intention interventionniste pour les classes moyennes en particulier, et les républicains doivent dire que tout ça c'est du communisme, non? Oui, absolument. Ils dénoncent ce qu'on appelle en anglais des hands-out, c'est-à-dire de la charité publique. Ils dénoncent aussi, j'aime bien cette expression, le fait que Kamala Harris voudrait lancer de l'argent sur les problèmes, throwing money at a problem, ce qui pour eux est totalement inefficace dans tous les cas. Et là, je voudrais vous citer le chiffre qu'apporte une association de Washington qui travaille sur les questions de responsabilité budgétaire. C'est le Committee for Responsible Federal Budget. Eh bien, dans une étude d'août 2024, ce comité estime que le programme de Harris, et notamment à cause du crédit d'impôt pour les enfants, très coûteux, ce programme pourrait augmenter la dette fédérale des États-Unis de 1 700 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. On en arrive donc à la dette, une problématique bien connue de nous autres aussi Français ces derniers temps. Mais de la même manière qu'on pose la question au gouvernement, comment Kamala Harris a l'intention de payer pour tout ça? Un grand pan de son programme économique, c'est la réforme fiscale qui va être nécessaire pour succéder à la loi fiscale de décembre 2017 dont je parlais tout à l'heure et qui a été organisée par Trump. Là, les deux candidats commencent à proposer des choses puisqu'il faudra de toute manière une nouvelle loi en 2025 et il y a un choix politique à faire. Côté Kamala Harris, eh bien, elle décide de faire payer les Américains les plus aisés et, elle l'a dit plusieurs fois, les impôts dans son plan à elle n'augmenteraient pas pour les ménages qui gagnent moins de 400 000 $ par an. Et là, je vous détaille pas, mais elle propose énormément de mesures fiscales qui seraient favorables à ces ménages-là. En revanche,
Pour les individus et les entreprises les plus aisés du pays, eh bien là, il y a d'autres mesures qui viendraient les taxer plus. Il y a notamment un impôt sur les milliardaires qui est proposé. Et puis, l'impôt sur les sociétés passerait de 21 à 28%. Je vous rappelle qu'en France, on est aux alentours de 25%. Oui, augmenter les taxes sur les entreprises et les individus les plus aisés, ring the bell comme on dit. Mais toutes ces mesures, est-ce que ça risque pas de faire passer Kamala Harris pour une dangereuse gauchiste ? Oui, bien sûr. Et là, on voit qu'elle se livre depuis plusieurs semaines à un exercice assez compliqué. Elle ne veut pas apparaître comme trop à gauche, vous avez raison. Et dans beaucoup de discours, elle tâche de se dépeindre comme pro-business, pro-capitaliste, etc. Alors, c'est certainement sincère de sa part parce que n'oublions pas qu'elle ne vient pas du Midwest ou de la Rust Belt, elle vient de Californie et elle est très proche des entrepreneurs de la tech, en tout cas ceux qui sont encore démocrates. Je vous donne un exemple, une preuve de ce positionnement un petit peu ambigu, c'est l'impôt sur les revenus du capital. Cet impôt est aujourd'hui à 20%. Biden avait proposé de le monter à quasiment 40% et elle, dans son programme tel qu'on le voit depuis plusieurs semaines, propose de l'augmenter à 28% seulement, donc une augmentation mais beaucoup plus modeste que celle que propose Biden. Oui, un programme centré sur les PME et les classes moyennes, mais qui n'effraie pas non plus le corporate America, les grandes fortunes américaines et les électeurs modérés américains qui ne sont pas spécialement à gauche. Alors certes, l'objet du podcast, c'est le programme de Kamala Harris, mais en contraste de ça, est-ce que vous pouvez nous donner quand même les grandes lignes de la défense ou de la contre-proposition trumpienne ? Oui, il faut absolument en parler parce que face à une Kamala Harris qu'on accuse d'avoir un programme beaucoup trop coûteux, il faut voir ce que donnerait la réélection de Trump. Son programme économique à lui, on en sait deux choses pour l'instant, ce serait une réforme fiscale, lui aussi, mais qui serait cette fois-ci très favorable aux plus riches, que ce soit des individus, des ménages ou des entreprises. Et puis, d'autre part, l'imposition de tarifs douaniers absolument délirants contre tous les biens importés de Chine et peut-être aussi importés de chez nous. Et là, il faut que je vous cite un autre chiffre qui nous vient de l'Université de Pennsylvanie, c'est le Wharton Budget Model. En août 2024, il a sorti une estimation du coût du programme économique de Donald Trump et là, on est à une augmentation du déficit fédéral de 5 800 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. 5 800, avec Kamala Harris, on était à 1 700 milliards. Donc, si je ne m'abuse, on a un impact négatif sur le budget du programme Trump qui est 3 fois plus élevé que celui de Kamala Harris. Absolument. Et pourtant, on voit bien que c'est elle qu'on accuse d'être trop dépensière. Et ça pointe un problème vraiment fondamental des Républicains et qui n'est pas assez pris en compte dans l'opinion publique américaine, à mon avis, c'est qu'il y a une hypocrisie, ou en tout cas une dissonance entre l'orthodoxie budgétaire des Républicains classiques, qui voulaient que les comptes soient à l'équilibre et qui accusent Kamala Harris d'être trop dépensière, et puis de l'autre côté, un Trump qui se fiche complètement de l'aggravation du déficit. On l'a vu déjà entre 2016 et 2020. Oui, et c'est d'ailleurs, si je peux me permettre cette remarque, une sorte de grand classique éternel de la vie politique américaine. On se souvient que Reagan, qui avait été élu sur une plateforme extraordinairement conservatrice en matière économique, avait profondément relancé l'économie américaine via le déficit public d'une politique qu'on pourrait appeler typiquement keynésienne, qui était exactement à l'opposé de ses fondements idéologiques à lui. Mais tout à fait, le déficit fédéral est apparu dans les années 80 et n'a fait que s'aggraver depuis. Eh bien là encore, it rings the bell, comme on dit. Décidément, ces élections américaines sont passionnantes pour ce qu'elles sont et aussi pour ce qu'elles éclairent de notre propre actualité politique. Je vous remercie Laurence et je me réjouis de vous retrouver à nouveau la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.